Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques. Avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK, on va parler tout à l'heure de M57, circuit financier, responsabilité, mais tout de suite, l'épreuve de la semaine. Alors, en matière de contrat, le Conseil d'État est une nouvelle fois revenu sur ces questions de conciliation entre le droit des assurances et celui de la commande publique. Et notamment, comment concilier le droit, qui est prévu par le Code des assurances, partie législative, pour l'assureur de résilier, tout seul, comme un grand, avec le droit et les nécessités de la commande publique. Eh bien, le Conseil d'État nous a donné son mode d'emploi. Oui, l'assureur peut résilier, mais sous certaines conditions, la personne publique peut dire oui, ça sera avec une entrée en vigueur le temps que moi je relance un marché. Une circulaire a été diffusée sur l'accompagnement des collectivités pour les dommages consécutifs aux dernières émeutes pour les collectivités. A été publiée une loi sur la lutte contre le risque incendie avec beaucoup de dispositions. Une circulaire diffusée un peu tardivement de l'État sur le plan de gestion des vagues de chaleur. En matière d'urbanisme, le Conseil d'État nous a dit que si une mesure de régularisation est intervenue, il est inutile de contester certaines parties du jugement. C'est inutile dans ces cas-là d'aller en appel en cassation sur ces parties-là. En matière d'agents, la grande actualité de la semaine, ça a été un accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire pour les agents publics territoriaux. Et puis, en matière de responsabilité, vous savez ce que c'est que la prise illégale d'intérêt. On est condamné lorsqu'on a eu l'administration à la surveillance d'une affaire pour laquelle on peut avoir un intérêt personnel, même moral, du moment que les conditions de celui-ci fait qu'on a pu perdre son impartialité. Je schématise. Eh bien, ça peut concerner même les élus d'opposition. Que s'est-il passé en l'espèce ? Un maire demande une protection fonctionnelle, donc une délibération, pour pouvoir attaquer un élu de l'opposition. Et puis, il sort de la salle, puisqu'il est concerné par l'affaire. L'élu d'opposition reste, si j'ai bien compris, ne prend pas part au vote, mais s'exprime. Eh bien, ça suffit pour qu'il soit condamné pour prise illégale d'intérêt, alors même qu'il n'avait pas vraiment l'administration assurance de l'affaire, mais ok, d'accord, c'est intéressant de voir ce qu'a dit ce juge. Et en plus, ça a pu être traité en citation directe. Alors que normalement, il faut une instruction. Bon. Responsabilité toujours. Je vous ai parlé la dernière fois de ces décisions de la Cour des comptes, notamment sur les risques qu'il y a désormais, y compris pour des élus, à ne pas payer des astreintes ou des sommes dues par décision de justice, sous certaines conditions. Eh bien, la Cour des comptes, dans ce nouveau régime de responsabilité financière unifiée, ordonnateur comptable, devant la Cour des comptes, eh bien, la Cour des comptes vient de rendre une nouvelle décision, 10 juillet. Ça confirme beaucoup de choses, très bien. À noter quand même, un agent en charge de suivi de ces contentieux a pu faire partie des personnes justiciables devant cette Cour et condamnées. Donc ce n'est pas vraiment que les plus élevés dans la hiérarchie dans le monde des ordonnateurs. En tout cas pour cette infraction et sans doute quelques autres. En matière de contentieux maintenant, on a le juge qui nous dit que pour un certain nombre, y compris de contentieux, mais y compris de référé-provision, quand on est en plein contentieux, eh bien évidemment il faut une décision rendue avant que le juge ne statue. On ne peut pas statuer sur une absence de décision de la part de l'administration, donc il faut bien que quand on demande indemnitaire, celle-ci ait donné une décision explicite ou implicite au jour où le juge statue. Depuis 2019, et de manière pas extrêmement toujours claire, en tout cas débattue, on savait que ça s'appliquait même pour les référés-provision. Dans la pratique contentieuse, ça n'est pas toujours respecté ni même censuré si ce n'est pas soulevé. Et le Conseil d'État vient d'affiner ce mode d'emploi dans le cas des référés-provision par une décision importante du 7 juillet 2023. Et puis, autre décision, publiée en intégrale au recueil Le Bon, c'est un peu Xabage 2, le retour. Alors, c'est quoi Xabage ? En 2016, le Conseil d'État a dit, bon allez, si j'ai un acte individuel, il faut le notifier avec les voies d'aide de recours. Bien. Si j'ai pas de notification avec les voies d'aide de recours, ou ça a été mal fait ou pas fait, eh ben on a un délai indicatif d'1 an pour attaquer. Le Conseil d'État vient d'affiner ce mode d'emploi en disant que si la personne a fait à cette occasion-là un recours administratif, un recours gracieux, recours hiérarchique, eh bien ça suspend ce délai et on repart sur un autre délai. Et si, de nouveau, à la fin de ce recours administratif, l'administration a omis de notifier comme il le faut les voies d'aide de recours, on est reparti potentiellement sur un nouveau délai d'1 an, qui peut même être en plus de nouveau suspendu, prorogé, par une demande d'aide juridictionnelle. Diable. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier, M57, circuit financier
et responsabilité. Alors, le référentiel budgétaire et comptable M57 peut être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales. C'est un cadre unifié avec juste un seul seuil de 3500 habitants. Donc c'est à terme la fin des comptabilités distinctes par strate. Les collectivités d'ailleurs qui veulent expérimenter le compte financier unique, où on remplace le compte administratif et le compte de gestion par un seul document rempli par les deux, je simplifie, doivent passer par la M57. De toute manière, le référentiel M57 sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics et administratifs, avec suppression des instructions budgétaires et comptables M14, M52, 71, 61, 831, 832. Par contre, on garde bien la M4 pour les budgets SPIC. Une des nouveautés de tout ceci, parmi beaucoup, c'est le règlement budgétaire et financier. Allez, on dit RBF. Sauf pour, il y a un certain nombre qui n'ont pas l'obligation d'en passer par un RBF, essentiellement les moins de 3500 habitants et quelques assimilés. Ce RBF précise les principales règles auxquelles la collectivité doit se conformer. Bien. Et vous allez me dire, bon, ok, pourquoi il nous parle de responsabilité? Parce qu'en même temps, s'applique aussi le nouveau régime de responsabilité financière unifié des ordonnateurs et des comptables, avec une liste d'infractions financières pour lesquelles on est justiciable dès la première instance de la Cour des comptes. Il y a un jeu complexe dans ce nouveau régime, qui est le Code des juridictions financières, de couverture, la possibilité de s'abriter derrière un ordre écrit. Les renvois de balles entre ordonnateurs et comptables vont être totalement différents de ce qu'ils étaient avant, quand on était sur des juges de toute manière différents et des procédures différentes. Il y a un risque, évidemment, notamment pour les ordonnateurs, de payer en responsabilité pour des photostats des constats de services faits, par exemple, ou autres, plus bas dans la hiérarchie. Mais, on peut aussi voir des agents à un niveau plus d'exécution, ou en tout cas au milieu de la hiérarchie, non pas au sommet de la hiérarchie, peuvent voir leur responsabilité engagée. Cela a été encore confirmé par une décision de la Cour des comptes du 10 juillet 2023 pour un agent suivant des contentieux. Donc, dans ce cadre-là, le jeu de la responsabilité et des renvois de balles, des organisations, des délégations est essentiel, pile au moment où on change les règles et on nous dit qu'il faut les écrire, ces règles, notamment dans le RBF. Et puis évidemment, il ne suffit pas de se contenter du RBF, il faut bien combiner ceci avec les procédures internes, les organigrammes, l'organisation et le suivi des contrôles de chantier, un suivi par sondage du sérieux accompli dans ces travaux financiers, des délégations, des gestions éventuellement de régie de recettes ou d'avance, des attestations de services faits ou des arrêtés de délégation sont à repenser en même temps, bien sûr, pour que chacun soit responsable de son fait et qu'on limite aussi les risques d'erreur, voire de fraude. Sur tout ceci, j'ai eu le plaisir de rencontrer, de travailler avec des membres du syndicat national des DG des collectivités de Seine-et-Marne, et j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai voulu rééchanger avec eux pour vous faire partager leurs expériences et réflexions. Bonjour à tous les trois. Bonsoir. Bonjour. Première question pour vous, Madame la Présidente. Comment avez-vous mis en place cette nomenclature et surtout ce RBF et avec quel conseil? Avec quelque part la ferme volonté affichée d'en faire un document directeur et de rappeler l'ensemble des organisations internes et des process. Donc, je dois dire que ça a été aussi assez apprécié des services, puisque finalement, ça a permis aussi de faire des piqûres de rappel, mais aussi des informations. C'est un document, en tous les cas, que l'on entend faire évoluer fort des réalités du terrain aussi. Voilà. Même question pour vous, Monsieur Duval. Les difficultés des communes nouvelles, c'est qu'on fait une nouvelle histoire avec des compétences anciennes. Et le mode de gestion pratiqué était un mode de gestion plutôt petite commune, alors qu'aujourd'hui, notre strate dépasse les 13 000 habitants. Donc, c'est vrai que toute la démarche a été d'acculturer l'encadrement sur déjà une culture de gestion avec un plan de formation interne qui permet effectivement d'aborder la question budgétaire déjà à l'époque de la M14 avec des prérequis qu'ils n'avaient pas et passer progressivement à la M57 tout en intégrant effectivement cette notion de réforme sur la responsabilité financière et gestionnaire publique
doit être apporté sur notre règlement budgétaire et financier que nous avons approuvé l'année dernière, puisque nous sommes depuis cette année en M57. Mais c'est vrai que c'était une vraie méthodologie de projet avec l'ensemble des acteurs qui sont autour du budget. Et pour vous, Monsieur Laroche? Ça a été un des premiers objectifs du mandat chez nous, puisque nous avons mis en place la M57 au 1er janvier 2022, donc dans un temps assez contraint. L'objectif était double. D'abord d'anticiper la généralisation de 2024, et puis on voulait aussi anticiper la fermeture de notre trésorerie locale qui devait se faire au 1er janvier 2023. Donc la fenêtre de tir était très réduite. Et on s'est fixé le 1er janvier 2022. Donc, on est parti avec l'aide de notre trésorier sur l'élaboration du RBF, qui se veut très didactique en réalité, puisque il rappelle les grands principes budgétaires, la procédure budgétaire annuelle, et puis après, un des points sur lesquels j'ai une attention très particulière vis-à-vis des agents, qui est l'engagement comptable, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qui était parfois négligé au sein de la communauté de communes. On est une petite structure, donc c'est vrai qu'il y a tout passé par le DGS auparavant. Maintenant, j'essaye de décentraliser de plus en plus et que les responsables de service prennent leurs responsabilités en la matière. Même si le signataire, ça peut être moi, ça peut être le président. Nous n'avons pas de vice-président aux finances. C'est toute une mécanique qui se met en route petit à petit depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et aujourd'hui, le RBF reste à peaufiner, puisque je souhaite y intégrer un peu plus de procédures pour rappeler aux agents également le cadre des marchés publics et notamment tout ce qui correspond au seuil. Aujourd'hui, au sein de la communauté de communes, on a un très gros travail en la matière, mais il n'est pas insurmontable. Restons avec vous, Monsieur le DGS, pour voir comment vous avez intégré dans le RBF ces questions de responsabilité. Tout est à développer et à retravailler. Et une chose qu'on a un peu occultée dans le RBF, c'est le rôle des régies. Parfois, c'est ce qui rentre un peu dans le no man's land, où parfois on oublie que c'est une dérogation de la comptabilité publique, et notamment du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Donc là, on a un gros travail à faire, et justement, ça va être un des objectifs de l'année, voire du début d'année prochaine. On est quand même sur des responsabilités accrues, même si on parle de plus de fautes graves, mais je souhaite inculquer à tous les agents une certaine culture en la matière et un devoir de vigilance. Et Monsieur Duval, comment avez-vous intégré ces questions de responsabilité pour vous de manière plus nette, plus directe, je crois? Oui, c'est exact. Alors moi, j'ai vraiment prévu un chapitre dédié à ça, et même plus loin, je vais aller plus loin, parce qu'au-delà du règlement, il y a ce qu'on fait nominativement. J'ai un chapitre dédié, et ce chapitre, d'ailleurs, c'est ce que je fais souvent dans les cultures de formation au management, c'est qu'il y a une dimension très managériale sur quand vous êtes un DST, quand vous êtes un directeur de l'enfance et de l'éducation, on va vous parler surtout de votre métier, donc du technique ou de l'éducation. Or, le CNFPT a quand même travaillé sur des fiches de poste, ou plutôt des fiches liées à des responsabilités managériales. Et j'ai volontairement pris dans ces rubriques, l'encadrement supérieur, intermédiaire et de proximité, il y a une fonction finance qui est imposée pour toute personne qui est en situation d'encadrement. Et ben, dans mon RBF, j'ai indiqué précisément quelle était la responsabilité financière et budgétaire d'un encadrement supérieur, d'un encadrement intermédiaire et d'un encadrement de proximité. Parce qu'effectivement, selon les strates des collectivités, en encadrement supérieur, vous pouvez être très bien administrateur territorial dans une grande collectivité, mais à l'échelle de petite collectivité, vous avez un directeur des services techniques qui est en catégorie B. Donc, on voit bien qu'il y a, et inversement, dans ma collectivité, j'ai des chefs d'équipe ou plutôt des chefs de service qui sont des agents de maîtrise, qui vont gérer 10 personnes et un budget proche des 300 à 500 000 euros. Ils ont forcément une responsabilité financière. Et si je veux éviter des risques
c'est-à-dire des personnes qui consomment budgétairement au-delà des marchés, puisqu'on a évoqué des marchés. C'est-à-dire que quand moi j'ai un placement de marché, si j'ai 150 000, je ne dois pas dépasser 200 000. Si je veux éviter de faire des bons de commande qui régulent des commandes, qui sont des pratiques encore qui persistent, il faut que je responsabilise tout le monde, peu importe la distinction de grade, mais plutôt par rapport à des responsabilités, et c'est ce que j'ai indiqué. Et comme j'ai indiqué dans mon règlement budgétaire et financier qu'il y avait une réforme des responsabilités financières des gestionnaires publics, avec les risques qui en courent, je laisse passer 6 mois, donc là on est aux 6 mois d'application, et je constate qu'il y a encore quand même de mauvaises pratiques. Donc à partir de la rentrée, je fais des arrêtés individuels. C'est-à-dire qu'il est hors de question que le DGS supporte les bêtises des autres. Donc avec un arrêté individuel, ça va responsabiliser d'autant plus la responsabilité budgétaire et financière de ceux qui gèrent le denier public. Et vous, Madame la DGS ? Eh bien, écoutez, comme les collègues, on voit que ce document demande à être enrichi de nos expériences du quotidien et qu'elle ne soit pas malheureuse justement sur des manquements. On est tous responsables avec aussi des requêtes très fortes de la trésorerie principale qui nous viennent aussi de la CRC. On ne se la prend pas. Sur ces sujets-là, la co-responsabilité est évidente. Donc, ce n'est pas que sur effectivement nos seules épaules de DGS. Donc, on prône, et je te rejoins éminemment, Sébastien, sur la notion des responsabilités managériales. Donc, elles ne sont pas exemptes aussi de responsabilités pécuniaires. Je note cette belle idée d'un arrêté individuel, en tous les cas, dans la boîte à idées partagée. Et en tous les cas, oui, on voit bien que quelque part, pourtant, c'est bien le quotidien de nos équipes et qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire. Donc, les recommandations, en tous les cas, voilà, repartager, reformer même quelque part, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été un petit peu dans des lacunes et en tous les cas, de la pédagogie, en faire vraiment un outil managérial finalement ce RBF, oui. Je suis assez, à partager l'avis des collègues aussi. Eh bien, merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Bel été. Merci, au revoir.